Pour quiconque disposant de moins de 10 000 € sur son compte d'épargne, cette vidéo représente une ressource indispensable. En seulement 10 minutes, je vous offrirai les clés d'une méthode simplifiée permettant de réaliser d'importantes économies. Si toi aussi, comme la plupart des gens, tu as du mal à mettre de l'argent de côté, peu importe combien tu gagnes tous les jours, toutes les fins du mois sont assez compliquées parce que tu n'arrives pas à garder de l'argent de côté, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais vous révéler 5 méthodes anglo-saxonnes que j'emploie au quotidien, peu importe votre situation, étudiant, salarié ou chef d'entreprise. Si vous avez du mal à mettre de l'argent de côté, l'application rigoureuse de ces principes vous garantit une transformation radicale de votre situation financière en fin de mois. Il est avéré que l'essence de la prospérité financière s'articule autour de 3 axes majeurs, fidèles à la pensée de Robert Kiyosaki, tel qu'énoncé dans son influent livre Père riche, Père pauvre. Le chemin vers l'opulence passe nécessairement par l'accumulation de ressources pécuniaires, leur épargne diligente, puis leur investissement judicieux. Permettez-moi de vous exhorter à ne pas vous limiter à la seule épargne bancaire. Si la totalité de vos avoirs ne doit pas nécessairement résider en banque, une compréhension approfondie de l'épargne est indispensable. C'est en effet une condition sine qua non à toute démarche d'enrichissement. Nous nous pencherons donc, dans cet exposé, sur les bases et les éléments cruciaux de la prospérité. L'interdépendance entre l'apport de capitaux, l'épargne et l'investissement est fondamentale. En effet, la constitution d'une épargne est un prérequis indispensable à toute démarche d'investissement. Cette épargne elle-même découle nécessairement d'une capacité à générer des revenus. Ainsi, ces 3 composantes, l'apport d'argent, l'épargne et l'investissement sont indissociables et se conditionnent mutuellement. Quant aux méthodes de génération de revenus, elles sont diverses et relèvent du choix individuel. Certains privilégient le salariat, d'autres optent pour la diversification de leurs sources de revenus en cumulant plusieurs emplois, tandis que d'autres encore se tournent vers l'entrepreneuriat ou d'autres voies. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou étudiant, comment parvenir à constituer une épargne substantielle? Nous vous proposons 5 stratégies détaillées, expliquées pas à pas. La première étape cruciale consiste à établir un plan d'épargne précis. L'acte d'épargner ne doit pas être un simple désir, il doit être encadré par des objectifs clairs. Il est impératif de définir la somme exacte que vous souhaitez épargner et la date à laquelle cet objectif doit être atteint. En effet, il est illusoire d'espérer obtenir ce que l'on ne parvient pas à définir. Ce précepte relevant du développement personnel avant même les conseils financiers est fondamental. Chaque mise de fonds doit être motivée par un objectif précis. S'agit-il d'un investissement? Pour quelle échéance et quelle somme finale? Cette clarté d'objectif vous servira de rempart contre les dépenses superflues, vous incitant à privilégier la réalisation de vos buts et le respect de vos échéances. Cela vous permettra de renoncer à certaines dépenses considérées comme inutiles afin de maximiser votre capacité d'épargne. Avant de dévoiler les 5 astuces principales, voici un principe fondamental, la règle des 10 pour main. Celle-ci énonce que si vous ne pouvez pas vous permettre une dépense 10 fois, alors il est préférable de ne pas l'acquérir une seule fois. Il est fréquent d'observer une propension à s'endetter afin d'acquérir des biens matériels, dans la seule intention d'afficher une opulence qui n'est pas toujours réelle. Si l'on proposait aujourd'hui le choix entre être réellement fortuné mais sans reconnaissance publique de cette richesse, ou paraître aisé sans en avoir les moyens financiers, beaucoup opteraient pour la seconde option, jugée plus prestigieuse. Cette quête d'apparat pousse certains à contracter des emprunts pour l'acquisition de véhicules, à s'endetter lourdement ou à louer des biens afin de maintenir une image sur les réseaux sociaux où chacun se présente comme directeur ou PDG. Il est impératif de se soustraire à cette illusion et d'embrasser la réalité de sa situation. Il convient de vivre constamment en adéquation avec ses moyens financiers. À titre personnel, j'ai débuté ma vie d'adulte en conduisant une Peugeot 2006, un véhicule acheté dimement car cela correspondait à mes capacités financières de l'époque. Au fur et à mesure que mes revenus augmentaient, je suis passé à une Mégane décapotable, puis, suite à un incident moteur, à une Mercedes AMG classe A. Mon rêve est d'acquérir un jour une Brabus, mais une telle acquisition ne sera envisagée que lorsque je serai multimillionnaire, car le coût d'un tel véhicule pouvant atteindre 100 000 ou 200 000 € doit pouvoir être supporté 10 fois sans difficulté. Ce principe, qui m'a récemment rappelé à l'ordre lors de mon désir d'acheter une montre Rolex, est le suivant: si l'on ne peut pas acquitter le prix d'un bien 10 fois sans ressentir de contraintes financières, alors on n'est pas prêt à l'acquérir. Bien que son application rigoureuse puisse être difficile en toutes circonstances, il est crucial d'adapter cette règle à sa propre vie. Il n'est pas nécessaire de simuler la richesse si l'on n'est pas financièrement préparé. Vivez selon vos moyens et résistez à la tentation d'augmenter vos dépenses dès que vos revenus croissent, car cette démarche maintient dans un cycle de précarité. Si vous ne pouvez pas vous permettre un achat 10 fois, n'achetez pas. C'est une règle d'une simplicité désarmante. La deuxième règle essentielle pour constituer une épargne significative, et dont l'importance s'accroît à mesure que l'on progresse dans la gestion financière, est la budgétisation rigoureuse de ses dépenses.
il est indispensable de consacrer du temps à l'établissement d'un budget. Durant un mois, recensez méticuleusement toutes vos dépenses, loyer, alimentation, loisirs, etc. Une fois ce relevé exhaustif effectué, examinez le total de vos charges mensuelles. Cette analyse vous permettra d'identifier les dépenses non essentielles qui pourraient être réduites ou éliminées. Il convient d'examiner attentivement vos dépenses récurrentes. Par exemple, l'accès à diverses plateformes de contenu telles que Netflix via Amazon Prime, Canal+, Deezer ou YouTube pourrait inclure des abonnements superflus. Éliminer ces paiements non essentiels constituerait une première source d'économie substantielle. De même, si le coût de votre logement excède de manière significative vos capacités financières, par exemple, si la moitié de vos revenus de 1 000 € y est consacrée, il est impératif d'envisager un déménagement vers une habitation plus abordable. Une telle proportion des revenus alloués au loyer est insoutenable et ne correspond pas à une gestion saine de votre budget. La règle des 50-30-20 est perçue comme un précepte budgétaire d'une importance capitale. Elle propose une méthode structurée de gestion des revenus, à rebours des pratiques courantes qui conduisent souvent à des difficultés financières. Généralement, à la perception de leur salaire, beaucoup de personnes procèdent au règlement de leurs charges, loyer, factures, dépenses courantes, loisirs, sans allocation préalable à l'épargne. Cette approche mène fréquemment à une situation où les fonds restants en fin de mois sont minimes, voire inexistants, entraînant parfois des découverts. Pour remédier à cette problématique, notre démarche privilégie une budgétisation initiale rigoureuse. Il est essentiel de déterminer le montant moyen des dépenses mensuelles afin d'optimiser la planification financière et surtout d'adopter le principe fondamental de se payer en premier. Concrètement, dès la réception du salaire, illustré par un montant de 1 000 € pour la clarté, la répartition s'effectue comme suit. 50% du revenu est alloué aux dépenses incontournables. Cette catégorie englobe le loyer, les assurances automobiles notamment, les frais de transport et l'ensemble des charges fixes et variables essentielles à la vie quotidienne. Ensuite, et c'est là le point crucial de cette méthode, 30% du revenu est systématiquement versé sur un compte d'épargne. Ce transfert doit intervenir avant toute autre dépense majeure. L'orateur insiste sur l'absolue nécessité de ce pourcentage, considérant un taux inférieur, par exemple 20% ou 10%, pour une épargne significative et efficace. L'épargne peut être placée sur un livret A, un compte d'épargne dédié, ou tout autre support financier sécurisé et distinct du compte courant. Les 20% restants sont alors disponibles pour les dépenses discrétionnaires, l'alimentation, remplir le réfrigérateur, et autres agréments, une fois que les charges essentielles et l'épargne ont été honorées. Cette stratégie permet une gestion proactive des finances personnelles, assurant non seulement la couverture des nécessités, mais également la constitution d'un capital, prévenant ainsi les situations de déficit en fin de mois. Une proportion de 20% de vos revenus doit systématiquement être mise de côté. En ce qui concerne les dépenses récréatives, si vos proches vous sollicitent pour une sortie mensuelle au restaurant, acquiescez. Cependant, toute somme non dépensée dans cette catégorie en fin de mois doit être redirigée vers votre compte d'épargne. En substance, il s'agit de récupérer les fonds non utilisés et de les ajouter à votre épargne. Par exemple, si 50 unités monétaires subsistent, elles seront intégralement transférées sur votre épargne. Ce processus se répète à chaque nouvelle entrée d'argent. La règle est la suivante, 50% de vos revenus sont consacrés à l'ensemble de vos charges courantes, logement, subsistance, déplacement, etc. Un prélèvement de 30% est impérativement et mensuellement effectué vers votre compte d'épargne. C'est la première opération à réaliser, avant même le règlement du loyer ou de toute autre facture. Enfin, les 20% restants sont une provision destinée aux imprévus, aux envies personnelles ou aux projets de voyage. Si cette enveloppe n'est pas utilisée, elle est également versée sur votre épargne. Cette stratégie permet d'accumuler des fonds conséquents pour d'éventuels investissements, des projets personnels ou plus important encore, pour gérer les urgences sans avoir à solliciter un prêt. Mon expérience personnelle, même avec des revenus initialement modestes, atteste de l'efficacité de cette gestion rigoureuse, ne m'ayant jamais contraint à demander d'assistance financière. Cette capacité à vivre selon ses moyens est la troisième et cruciale règle, 50% pour les dépenses essentielles, 30% pour une épargne prioritaire et 20% pour les dépenses contingentes, ces dernières étant redirigées vers l'épargne si elles ne sont pas consommées. L'investissement ne sera envisagé qu'après l'établissement de cette base solide d'épargne. La quatrième directive cardinale de notre démarche financière se cristallise autour de la règle des crédits. Que signifie cette injonction d'éviter scrupuleusement le crédit? Elle impose un rejet catégorique de tout endettement, à l'exception exclusive des crédits contractés à des fins d'investissement. Les crédits à la consommation sont formellement bannis de mon modus operandi. Jamais je n'ai consenti à financer par l'emprunt un téléphone, une caméra ou tout autre bien de consommation courante. Si l'acquisition d'un article de 1 400 €, tel un téléphone, est financièrement envisageable, je procède à un achat direct et intégral. Dans le cas contraire,
l'acquisition est purement et simplement différée. Cette discipline s'explique par la nature intrinsèquement entravante du crédit. Chaque échéance mensuelle représente une ponction sur les liquidités, souvent majorée d'intérêts et de frais, ce qui compromet une gestion budgétaire rigoureuse et freine l'accumulation de capital. Je m'affranchis ainsi de la contrainte mentale et financière des prélèvements récurrents. Si ma capacité financière ne me permet pas d'acquérir une montre convoitée, je m'abstiens plutôt que de recourir au crédit. Il est regrettable de constater que de nombreuses personnes succombent à cette facilité, un piège insidieux de notre société occidentale. La sortie d'un nouvel iPhone, par exemple, incite nombre d'individus, même modestes, à contracter des facilités de paiement échelonnées sur plusieurs mois, voire une année. Or, cette pratique obère gravement la capacité d'épargne. L'exhortation est claire, privilégiez l'épargne. Conservez votre ancien modèle de téléphone, qu'il s'agisse d'un iPhone 7, d'un Samsung ou d'un Huawei. Lorsque vos moyens financiers seront solidement établis, c'est-à-dire selon nos critères, si vous pouvez acquérir le bien en question au moins 10 fois sans affecter votre équilibre, alors seulement vous pourrez envisager l'achat du dernier modèle. Le maître mot est ici de cultiver une richesse intrinsèque plutôt qu'une apparence de richesse. Par conséquent, l'évitement maximal des crédits demeure ma ligne de conduite. Les seules exceptions concernent les crédits d'investissement, notamment dans le domaine immobilier. Mon véhicule acquis jadis pour 16 000 € fut payé comptant. Toutes mes acquisitions significatives, automobiles, téléphones, ordinateurs, équipements divers, ont été financées sur fonds propres. Cette approche est primordiale. Évitez les crédits, vivez en fonction de vos ressources, et vous réaliserez des économies substantielles. Cette règle fondamentale, celle de n'utiliser le crédit que pour l'investissement et jamais pour la consommation, devrait être adoptée par chacun. Enfin, la dernière règle fondamentale pour constituer une épargne substantielle réside, de manière assez simple, dans l'accroissement de ses revenus. Il est fréquent de constater qu'en dépit de ressources limitées, l'on s'efforce de réduire ses dépenses à l'extrême, adoptant un mode de vie austère. Or, la véritable solution ne réside pas dans cette restriction continuelle. À titre d'exemple, lorsque j'ai délibérément accru mes charges, loyer, assurance, frais de véhicule, abonnement, etc., auxquels s'est ajouté le coût d'un bureau professionnel, deux options se sont présentées: renoncer au bureau pour alléger le fardeau financier, ou bien m'efforcer de générer davantage de revenus. C'est cette seconde voie qui s'est avérée être la solution. Il convient d'actionner divers leviers de revenus afin de les augmenter, car face aux difficultés, l'alternative est claire. Soit l'on recule, soit l'on choisit d'assumer des responsabilités accrues. La clé réside donc dans la décision d'accroître ses gains. Si vous êtes actuellement salarié et ne disposez que d'une seule source de revenus, efforcez-vous de la multiplier par 2 ou 3. À mesure que vos revenus augmentent, votre capacité d'épargne en fera de même. Par conséquent, il est impératif de créer une ou plusieurs sources de revenus complémentaires. Un second emploi, même s'il ne garantit pas la richesse, peut constituer une aide appréciable, bien qu'il puisse impliquer des sacrifices personnels. Voilà une première démarche envisageable. Autrement, en tant que salarié, vous avez la possibilité de démarrer une activité entrepreneuriale. Désirez-vous voir les choses évoluer dès aujourd'hui? Alors il vous faut modifier quelque chose. Pour conclure, j'adhère pleinement à l'adage. Rien ne se transformera si rien n'est modifié. Appliquons donc cela à votre épargne. Rien ne changera si vous n'opérez pas de changement dès maintenant. Voici donc les 5 clés pour épargner une somme conséquente. Il est crucial de souligner l'importance de mettre de l'argent de côté. Toutes les personnes qui vous incitent à ne pas épargner ou à ne pas conserver de fonds sont dans l'erreur. Il est impératif de maintenir une épargne minimale. Il est recommandé de disposer d'une épargne de sécurité se situant entre 10 000 et 20 000 €. Au-delà de ce montant, vous pouvez envisager des investissements. La démarche préconisée est donc de commencer par épargner avant d'investir. Volonté inépuisable. À la prochaine.